Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. On est ravis de vous revoir aujourd'hui, en ce mardi 21 janvier. Hier, on a eu droit à l'investiture de Trump. Et avec cette investiture se pose la question de la façon dont les cartes géopolitiques vont être un petit peu rebattues. Est-ce que ça va donner pour les autres continents, et en particulier, en tout cas, du côté de l'Asie et donc de la Chine? On se pose cette question parce que, comme vous le savez, Charles a toujours été très en amont depuis les premières recherches de Gafcal, puisqu'ils ont été dans les premiers Européens à poser leurs valises bien avant que Hong Kong ne rende son pavillon britannique. C'est-à-dire vous étiez très en avance parmi les Européens. Ton frère était parti avant, mais moi je suis arrivé après le handover un petit peu. Et tout le monde se barrait de Hong Kong à l'époque. Oui. Et donc les Chinois ont été très satisfaits, enfin les autorités, de voir arriver des gars alors que toutes les grandes banques d'affaires fermaient leurs bureaux en disant Hong Kong est foutu. Donc on a une espèce de relation avec Hong Kong qui est intéressante, c'est que, comme le disait Milton Friedman, c'est un pays qui devrait pas marcher, parce qu'ils n'ont rien, ils ont un beau port, mais c'est à peu près tout. Et ça marche au tonnerre de Dieu. Et donc c'est la démonstration que, aussi curieux que ça paraisse, la liberté économique permet une croissance très forte. Alors maintenant, il y a des petits problèmes avec la liberté politique, mais la liberté économique et la liberté sociale est quand même très importante à Hong Kong. Ça reste un des 2 ou 3 pays, dans toutes les mesures, parmi les plus libres du monde. Voilà. Et on avait commencé avant Noël à vous parler de ce qui se passait un petit peu sur le Hong Kong, parce qu'aujourd'hui on va vous parler de la Chine, au cas où j'étais pas très claire dans mes abords subtils. Donc on va vous parler de la Chine et spécifiquement de ce qui se passe en Chine sur l'aspect monétaire, parce qu'on vous avait déjà parlé et attiré votre attention sur le fait qu'il se passait sur le dollar de Hong Kong des choses qui nous paraissaient intéressantes. Financièrement, c'est-à-dire que la thèse que j'avais développée à l'époque, enfin, c'est comme... je suis vieux comme Mathusalem, donc j'ai déjà vu des trucs. À la fin des années 60, au début des années 70, vous aviez eu d'un seul coup les États-Unis, qui étaient la monnaie de réserve, qui ont commencé à avoir des déficits extérieurs très importants, ce qui voulait dire en termes simples qu'il y avait beaucoup de dollars qui apparaissaient en dehors des États-Unis, possédés par des non-américains en quelque sorte. Et il y a un type qui s'appelait Sigmund Warburg, qui était un très grand banquier, qui s'est dit, mais ces dollars, on n'a pas besoin de les ramener aux États-Unis on peut les prêter. C'est-à-dire qu'on peut créer un marché de l'euro-dollar qui serait sur les dollars que les étrangers gagnent sur les États-Unis. Et sans contrôle, pour ainsi dire, des autorités américaines, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas de contrôle. Donc ça avait créé le marché de l'euro-dollar, ça avait créé une augmentation du nombre de dollars extraordinaire, et puis ça avait créé la grande inflation de 73-74, la hausse des prix du pétrole, etc. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que la même chose est peut-être en train de se passer à Hong Kong, où aujourd'hui, je vais vous le montrer, les réserves de change de la région sont en train d'exploser. Et il y a quelque chose qui me troublait beaucoup depuis 4-5 ans, c'est que d'habitude, quand un pays a des concours excédentaires, c'est-à-dire qu'il a une balance commerciale excédentaire, vous voyez cet argent apparaître quelque part dans le bilan, quoi. Il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, donc il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça faisait 3-4 ans que je cherchais désespérément, dans toutes mes façons de regarder la liquidité internationale, il me manquait entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Bon, je me dirais c'est plus ce que c'était, mais enfin c'est quand même beaucoup de pognon, quoi. Et là je regardais, je me disais, mais où ils sont, c'est foutu, 1500, 2000 milliards de dollars. Je me disais, ils sont peut-être en train d'acheter des actions à New York, c'est peut-être pour ça que le marché des actions de New York monte comme ça. Enfin bref, je me posais des tas de questions. Et puis, j'étais regardé dans les bilans de Hong Kong, et je me suis rendu compte, des bilans des banques, et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une augmentation d'à peu près 1500 milliards de dollars aussi, des dépôts bancaires en dollars dans les banques de Hong Kong. Voilà, parce qu'on en a déjà parlé aussi. La question, c'est de se dire, enfin, on pense que les gens sur place se disent, bon, le marché des actions américains, on est déjà pas mal dedans. On ne sait pas véritablement quelles vont être les mesures que va prendre Trump vis-à-vis du commerce. Donc voilà, et ils sont quelque part en position d'attente. Donc il y a, vous pouvez vous dire qu'il y a à peu près 2000 milliards de dollars, ce qui est quand même, ça doit faire à peu près les 2 tiers du PIB de la France, qui sont là en cash et qui
qui sont à Hong Kong en se disant qu'est-ce que je fais ? Quel est le prochain mouvement ? Et qui ne demandent soit que d'être réinvestis dans le marché réel chinois. Soit ils peuvent faire acheter... Alors, probablement, ces dollars appartiennent à des sociétés chinoises qui, à la place de les faire rentrer en Chine et les transformer en monnaie chinoise, préfèrent les garder à Hong Kong parce que une fois que tu es rentré en Chine, tu es soumis au contrôle d'échange, etc. Alors que quand tu es à Hong Kong, tu es bien tranquille. Mais tu es encore en Chine, donc personne t'engueule. Ouais. Donc, grosso modo, les gens me disent le compte capital de la Chine n'est pas ouvert, on ne peut pas investir en Chine, c'est vrai. Mais les Chinois, eux, ils peuvent laisser leur pognon à l'extérieur parfaitement légalement en attendant que ça se passe. Et donc, mais ils peuvent en effet réinvestir en Chine s'il y a des opportunités intéressantes. Mais ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est aller prêter à l'Inde, aller prêter, je ne sais pas qui, à la Russie, à n'importe qui aurait besoin d'eux. Et donc, ces 2000 milliards de dollars, ça peut être une espèce de base qui permettrait un développement du crédit à partir du Hong Kong dollar. Et comme le Hong Kong dollar a un taux de change fixe avec le dollar américain, tu créerais une espèce de petit appendice sur le dollar américain qui serait une hausse du crédit qui se passerait par le dollar de Hong Kong, mais que les Américains ne contrôleraient pas. Ce serait sous le contrôle de la Banque centrale de Hong Kong, la HKMA, et ensuite des États-Unis, de Pékin. Donc c'était une thèse qui a été accueillie avec beaucoup de scepticisme par un certain nombre de mes amis. Et puis, je crois, hier ou avant-hier, le banquier central chinois... Alors, je tiens à dire que je ne retiens jamais les noms chinois, parce que c'est trop compliqué. Hein. Donc, le banquier central chinois, je ne sais pas comment il s'appelle. Qui a un nom de bruit. Sur le Wong, ou j'en sais rien. Ça n'a aucune importance, d'ailleurs, comment il s'appelle. Il a fait un grand discours à Hong Kong, dans lequel il expliquait tout le bien qu'il voulait à Hong Kong, mais surtout, il a dit quelque chose qui a laissé nos services à Hong Kong un peu surpris. C'est qu'il a dit, dans le fond, ce que la Chine va faire, c'est elle va transférer une partie des réserves de change de la Chine à Hong Kong pour pouvoir avoir assez de réserves de change pour justement permettre le développement du marché du crédit sur le marché de Hong Kong. C'est-à-dire que il a exactement dit ce que je viens de vous dire en un quart d'heure, quoi. C'est que la Chine avait l'intention de développer des activités de crédit sur le dollar de Hong Kong et d'en faire un peu la monnaie. Et ce qui m'amuse énormément dans ce coup-là, c'est que dans le fond, tout le monde me dit, mais quelle va être la monnaie des BRICS ? Comment il faut qu'il fasse une nouvelle monnaie, ça va être très difficile, il faut démarrer un centre financier et tout. Et j'ai l'impression que les Chinois répondent, on n'a pas besoin de créer une nouvelle monnaie, on a ce qu'il faut à Hong Kong, on va créer, et ce sera le dollar de Hong Kong, et vous savez quoi ? Si ça crée de l'inflation comme ça a créé la dernière fois... Pour les Américains ? Ça sera pour les... ça crée de l'inflation pour les Américains ? Nous, on réfléchira à pleurer. Voilà. Donc, c'est un coup de go absolument incroyable. Ah oui, là, c'est 3 bandes passantes, ouais. C'est le truc que personne n'a rien vu arriver, surtout pas les Américains. Bah, surtout quand ils vont voir arriver, comme ça est arrivé quand même, il y a quelqu'un à la Banque centrale américaine, à la Fed, qui va quand même dire, dites donc, les gars, c'est peut-être pas utile de se retrouver avec un coût inflationniste de l'extérieur. Oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ah, ils peuvent pas faire grand-chose, à part discuter... en diplomatie pour dire aux Chinois de Hong Kong, les gars, ça serait sympa. Mais c'est pas les Chinois de Hong Kong qui le font, c'est les Chinois de, les Chinois de Pékin. Donc oui, Pékin, alors, ils vont dire, nous on veut bien peut-être pas faire trop de crédit en dollars de Hong Kong, qui serait des dollars américains, mais à ce moment-là, il ne faut pas vous nous emmerder trop peut-être avec vos tarifs. Oui, avec vos droits de douane. Voilà. Vos droits de douane. Et c'est peut-être pour ça que Trump en a pas parlé hier. Donc je veux dire par là. Alors, il n'a ni parlé de ça, ni parlé, tu remarqueras, du Bitcoin. Non. Donc il avait fait des grandes annonces. Il avait des Bitcoins à vendre, donc il les a vendus. Puis et puis il a surtout créé son propre Bitcoin. Oui, ça c'est encore un truc. Vous savez, j'ai un petit-fils qui est dans une université américaine, là, qui s'appelle Henry, qui est très sympathique, et il a un de ses copains, pour rigoler, qui a créé un truc qui s'appelle le Fartcoin. Ça veut dire farter, ça veut dire péter ce qui est toujours drôle pour un garçon de 17 ans. Il n'y a rien qui amuse pas ça, qui vit dans un dortoir et tout, vous savez, farter, c'est quand même, c'est rigolo, quoi. Ouais, et donc, à la stupéfaction de ce gamin, son Fartcoin, je crois qu'il a $1 milliard de
de capitalisation boursière. On est dans une période où il y a quand même un tas d'âneries qui se passent, qui me rappellent des souvenirs où ça s'était pas très bien terminé, quoi. C'était les tulipes, ou j'en sais rien. Donc, toutes ces monnaies qui sont créées autour d'eux, autant j'aime bien le Bitcoin, autant tous ces trucs-là, c'est quand même des machins où on va ramasser des gamelles, où ça va aller à zéro, ces trucs, parce qu'il n'y a pas de raison que ça vaille quelque chose. Bon, alors, maintenant, je voudrais vous montrer quelques graphiques pour essayer d'expliquer. Imaginez une seconde que cette histoire se passe, que vraiment le dollar de Hong Kong devienne la monnaie dans laquelle la plupart des grands crédits vont se faire pour les travaux d'infrastructure en Inde, en Indonésie, que ce soit la monnaie qui devienne ça. J'ai pas besoin de faire de longues études pour me dire qu'à ce moment-là, les banques de Hong Kong vont gagner plein de pognon, non ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Non, mais je veux dire après, je leur souhaite beaucoup de chance avec la HSBC. La HSBC, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est même pas une banque chinoise, puisque c'est Cornio. Il y a 20 ans, ils ont changé le siège de Hong Kong à Londres. Donc, ils sont considérés avec beaucoup de suspicion, parce qu'ils ne sont pas des bons Chinois. Donc, moi, j'aurais tendance à... je me dis, il y a des banques qui vont gagner de l'argent. Alors, je regarde un petit peu. Le premier graphique que je voulais montrer, c'est... Tout le monde explique que la Chine est en train de s'écrouler, qu'elle va s'écrouler incessamment et sous peu. Je tiens quand même à dire que le PIB chinois est monté de 5% sur les 12 derniers mois, et qu'il y a 15-20 ans, il y avait à peu près 20 millions de personnes qui rentraient sur le marché du travail chaque année, donc il fallait leur trouver des boulots. Là, le marché du travail, il n'y a plus personne qui rentre, et il y en a même qui sortent. Donc, ils font 5% de hausse, pas d'inflation, avec une population qui est stable ou qui commence à baisser. Ça veut dire que ça fait une hausse en termes réels par tête de PIB de 5%. Et on m'explique que la Chine est en train de s'écrouler. Tu vois, c'est quand même... nous, on est à zéro, on est négatif par tête en France depuis 3-4 ans. Donc, il y a une espèce de guerre psychologique qui explique à tous les investisseurs que la Chine va très mal, qu'il ne faut surtout pas qu'ils y aillent. Moi, je trouve pas, mais enfin... Alors, regardez, la première, c'est la balance commerciale de la Chine qui va apparaître sur votre écran. C'est en milliards de dollars. Et aujourd'hui, vous voyez que les excédents commerciaux de la Chine sont à peu près 80 milliards de dollars par mois. C'est-à-dire qu'ils gagnent 1000 milliards de dollars par an. Et en excédent. C'est complètement fou. C'est quasiment le tiers du PIB français, chaque mois. Donc, la question, bien entendu, c'est ce qu'on a déjà discuté d'ailleurs, c'est bon, ils gagnent 1000 milliards, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits, puis de l'autre côté, il y a 1000 milliards qui rentrent en comptabilité à partie double, ça veut dire que les dépôts doivent monter de 1000 milliards par an, tu vois, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils ont 2 milliards, donc il y a plein de pognon qui apparaît. Et alors, la surprise, c'est qu'il n'apparaît pas tellement en Chine, ce pognon, mais il apparaît beaucoup à Hong Kong. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Et donc, pour l'instant, il ne rentre pas tellement en Chine. Ça veut dire que la liquidité en Chine n'est pas terrible. Oui. Tu vois, ça veut dire que eux, ils payent les ouvriers et tout, ils vendent des produits, donc le pognon reste à Hong Kong, alors il ne revient pas en Chine. Il n'y a pas de vélocité. Il n'y a pas de la monnaie ne revient pas. Tu vois, normalement, la monnaie va revenir et ça devrait... Et puis alimenter les nouveaux entrepreneurs qui cherchent faire monter la monnaie, baisser... Voilà. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de liquidité, la Chine est au bord de la déflation et les taux d'intérêt se sont pétés la gueule. Ouais. Le 10 ans... L'obligation à 10 ans est à 1,5, 1,6. C'est pour ça que tu avais dit à l'époque d'en sortir. Voilà, qu'ils avaient fini de donner ce qu'ils devaient donner. Alors, je regarde maintenant la question qui m'intéresse sur la Chine, comme d'habitude, parce que je suis un horrible bonhomme, comme tout le monde le sait. C'est pas de savoir ce que va faire le PIB, l'inflation, tout ça. J'ai jamais connu quelqu'un qui s'était enrichi avec ça. C'est encore une fois, c'est comment gagner de l'argent sans travailler en jouant les actifs financiers qui vont en bénéficier. C'est mal, hein? Oui, c'est très mal. Je suis confus. Hein. C'est comme disait, c'était quoi? C'est Madame Vizet qui disait toujours gagner de l'argent sans rien faire. Gagner de l'argent sans travailler. Voilà. Donc, alors là, je regarde, je me dis, bon, est-ce que... une de mes grandes recommandations, il y a 4-5 ans, c'était d'acheter des obligations chinoises. Elles ont cartonné comme des folles, donc ça, on va en parler assez peu. Et maintenant, ma grande recommandation, c'est de dire... Il y a un moment
ou ces 2000 milliards qui sont là, derrière la digue va péter et ils vont arriver. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Probablement, il va falloir, comme s'ils sont en dollars de Hong Kong, qui est indexé, qui est attaché au dollar de New York, s'il faut le ramener, il va falloir acheter 2000 milliards de dollars de renminbi. Donc, il ne serait pas impossible que le renminbi monte, non? Je ne sais pas, ça me paraît assez logique. Hein. Et avec le renminbi montant, l'inflation disparaîtra et le pognon reviendra. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Alors là, je vous montre, sur le long terme, on va sur le deuxième graphique qui s'appelle actions et obligations en Chine. Vous connaissez la différence entre les deux. L'obligation, c'est un contrat. Vous donnez votre argent, on vous paye 2% par an, et puis dans 10 ans, on vous rembourse. C'est l'obligation chinoise qui a très bien marché. Les actions, c'est autre chose, c'est une part de propriété. Donc là, vous voyez, vous avez sur le long terme, et je dis bien sur le long terme, depuis 2011, si vous commencez à 100 en 2011, vous voyez que les actions dividendes réinvestis ont fait mieux que les obligations. Vous voyez, on est à 164. Et la ligne bleue, c'est la rentabilité des obligations. Hein. Tu vois, donc, tu regardes ça, tu te dis, bon, les actions ont été à 164, les obligations ont été à 196. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que depuis le moment où j'ai recommandé les obligations chinoises vers 2020, tu vois que les actions se sont pétées la gueule. Pendant toute cette période-là, la ligne rouge baisse, elle passe de 225 à 150 à peu près, et de la ligne bleue, les obligations montent. Donc si je fais le rapport entre les obligations et les actions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si j'étais, je sais pas, acheteur d'actions et vendeur d'obligations, par exemple, j'ai la ligne noire en bas, qui est le rapport de valorisation entre les deux. Vous faites le rapport, si vous voulez, entre le prix d'une Renault et le prix d'une Mercedes, et vous suivez ça sur le long terme. Vous voyez, c'est simplement les deux. Et vous voyez qu'en 2015, le marché des actions était très cher. Contre les obligations, il fallait acheter des obligations, vendre les actions, qui étaient très chères. Ça recommence en 2017, ça recommence en 2020. Mais par contre, de 2012 à 2014, les actions sont données dans la rue. Puis elles sont données dans la rue à nouveau en 2018, et puis en 2020, et puis maintenant. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est si vous pensez que cette digue avec plein de pognon derrière va casser, il va y avoir plein d'eau qui va monter, et les barques, à mon avis, vont monter, ça va être les actions, parce que les obligations elles sont déjà données dans la rue. Donc, on regarde ça, on se dit, tiens, les actions chinoises, elles ont l'air d'être un bon moment pour être achetées. Alors, maintenant je me dis, bon, mais je suis quand même un homme prudent. Je me dis, ouais, mais enfin, les actions chinoises, tout le monde sait que la Chine va s'écrouler. T'as pris lequel, là ? J'ai pris maintenant la performance relative actions chinoises contre de l'or. Vous savez, le graphique précédent, c'était les actions chinoises contre les obligations. Oui, bah oui. C'est celui, voilà. Maintenant, je me dis, bah oui, mais j'aime ni les actions ni les obligations parce que la Chine va s'écrouler. Et qu'on va tous mourir. Et qu'on va tous mourir, ça c'est mon truc. Dans d'atroces souffrances. Non, c'est mon papier de cette semaine, ça fait... combien ça? Je vais être la 10e fois où on m'explique que dans les 10 ans qui viennent, je vais mourir. De froid, de faim, de chaud, d'inondation, de... Del Niño, de... N'importe quoi, mais on m'a toujours trouvé... Mais c'est toujours 10 ans, je sais pas pourquoi. Un de ces quatre, ils ont raison, parce que je commence à arriver à un âge où... Je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais bien dit. Exactement, sur ma tombe. Je vous l'avais bien dit que je n'allais pas bien. Alors, vous avez là le même rapport entre les actions, et cette fois-ci, non plus les obligations, mais l'or. Et vous voyez que, par exemple, les actions étaient très chères en 2008, là, et puis elles se sont pétées la gueule après, contre l'or. Hein, c'est-à-dire que vous dites, est-ce que j'achète des actions, ou est-ce que j'achète des actions chinoises, ou est-ce que j'achète de l'or? Vous voyez que les actions ont été données dans la route 2012 à 2014. Ça, c'est la grande crise européenne, 2012 à 2014, oui. Vous voyez qu'en 2015, paf, les actions sont devenues très chères. Et aujourd'hui, donc pour la 1, 2, 3, 4 fois, 5, peut-être 5e fois, allez, les actions sont données dans la rue contre l'or. Ah, vous vous dites, tiens, ça devient un moment intéressant, puisque
Ça veut dire quoi? L'or, c'est la propriété que personne ne peut enlever. C'est le seul actif qui ne soit passif de personne. Les obligations, c'est le contrat qui, en principe, t'assure avec une certitude que tu retrouveras ton fric. Donc ça veut dire que les actions, qui sont une autre forme de propriété, sont données dans la rue par rapport au contrat, les obligations, et par rapport à la propriété ultime qui est l'or. Tu te dis, si le but dans la vie, c'est d'acheter les actions quand elles sont pas chères, ça commence à être une bonne imitation, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, bon, c'est pas... Mais alors pourquoi est-ce que tous les Européens n'arrêtent pas de dire que le marché chinois est foutu, que le marché immobilier chinois... Mais c'est ce qu'ils disent à chaque fois, ici, et ici, sans bourg. Tu vois, quand tu es en bas, ils disent c'est foutu, et quand tu es en haut, c'est ce que j'ai écrit à papier. Oui, mais c'est qui Sambourg? C'est pas BFM TV, hein, parce que moi j'ai toujours entendu, ça fait 25 ans que j'entends dire du mal de la Chine et qu'ils vont tous mourir. Bien sûr. En attendant, le niveau de vie est monté. Non, mais ça va très bien, tu as gagné de l'argent gros comme toi sur les obligations chinoises, etc. Ce que je dis simplement, c'est que tout le monde te parle du grand succès de la bourse américaine. Oui, sur les dernières années. Seven, ouais. Ben, je peux te montrer un graphique, je suis peut-être là d'ailleurs, je vais voir. Depuis un an, les actions chinoises... On fait mieux, je l'ai vu ce graphique, je l'ai vu. Que les actions américaines. Que les actions américaines. Alors pourquoi tout le monde te dit du bien des États-Unis? Ben, je vais t'expliquer simplement, parce que tout le monde en a. Pourquoi tout le monde te dit du mal de la Chine? Ben, je vais t'expliquer simplement, parce que personne n'en a. Ouais. Donc toi, si t'as... Ah, bah c'est sûr que si t'as des places pour l'OM, tu dis allez l'OM. Hein. Quand tu joues, si t'as acheté Nvidia, tu dis ah c'est formidable. Regardez, j'ai monté de... Et si par hasard tu perds de l'argent sur Nvidia, t'en parles pas quoi. Bah non, parce que tu peux pas passer pour un débile. Tu veux pas passer pour un débile. Alors, donc tu te dis ça, bah ça commence à sentir... Et ensuite, si vous voulez, quand vous touchez le bas, les remontées peuvent être extraordinairement rapides, si on le voit. Oui, bah oui, c'est toujours pareil. C'est comme les chutes. Les chutes, ça va très vite, et les remontées, ça va très très vite aussi. Donc, il faut savoir que quand vous sortez de ce qu'on appelle un marché baissier, un bear market, et que ça part à la hausse, dans la plupart des cas, 50% de ce que tu vas faire comme pognon est fait dans les 10 premiers pourcents du temps. Ouais. C'est-à-dire que là, pouf. Et donc, ça veut dire que moi, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire attendre en se disant, bon, ben, j'ai acheté un peu tôt, mais c'est pas grave, parce que ça continue à vasouiller en bas comme ça. Vous voyez, ça baisse plus, mais ça vasouille. Donc, on est dans une période de vasouille. Mais au moins, quand la hausse aura lieu, tu seras rentré peut-être un peu trop tôt. Tu auras vasouillé. Voilà, j'aurais vasouillé. Voilà, en ce moment, je vasouille. Ouais. Mais ça m'est égal. Et alors, la dernière des choses, c'est que je me dis, bon... Quelle est la différence entre les actions et les obligations? Alors, je vous amène acheter le marché chinois quand, le marché chinois est sous-évalué par rapport à l'or, et 2, le rendement du marché est supérieur à celui du marché obligataire. Donc, attends, refais ça plus doucement. Donc, je vous ai montré que le marché chinois était pas cher vis-à-vis de l'or. Oui. Bon, ça, c'est la ligne, c'est dans ce truc-là, c'est la ligne noire, et par rapport à l'or, c'est les 2 bandes rouges qui sont là. Tu vois qu'aujourd'hui, le marché chinois est très bas par rapport à l'or. Bon, donc, première condition remplie. La deuxième, aujourd'hui, le marché chinois vous donne en dividende quelque chose comme 2,70. OK. Et le marché obligataire vous donne 1,60. C'est-à-dire que ce que pense le marché, c'est que, dans le fond, les dividendes vont baisser de 50% dans les 10 ans qui viennent. Puisque c'est à peu près la moitié. Or, ça ne s'est jamais passé. Et pour ainsi dire, dans aucun pays, les dividendes n'ont baissé sur 10 ans, jamais. Donc, ça veut dire que si tu vends une obligation qui te rapporte du 2,6, si tu vends une obligation qui te rapporte du 1,6 et que tu t'achètes des actions qui te rapportent du 3, bah, tu gagnes quelques pourcents. On te paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te paye en Chine pour être propriétaire. C'est les périodes assurées vertes. Tu vois, où le rendement des actions est supérieur au rendement des obligations. C'est en quelque sorte une double condition. Alors la double condition pour acheter était réunie en 2006, bien entendu en 2012-2013, et puis pan, à nouveau aujourd'hui. Pan. Donc je me dis, bon, bah, si mon métier c'est d'acheter pas cher pour revendre aux autres quand ils en voudront, je sais pas, moi j'achèterai la Chine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Alors, je voudrais dire quelques mots sur la Chine.
Vous savez, il y a une vieille blague qui existe chez les sinologues, on appelle ça. C'est que si un type prend l'avion, il va passer 15 jours, un journaliste, il vient passer 15 jours à Pékin, il va écrire un livre après, pour expliquer comment ça marche et tout. Bon, si par hasard, c'est un professeur d'université qui est là depuis quelques années, peut-être au bout de 4-5 ans, il réussira à pondre un article, quoi. Et si le type a passé toute sa vie en Chine, il dit rien parce qu'il admet qu'il comprend rien, quoi. Donc, la Chine, c'est vraiment une civilisation différente, un pays immense, hein, bref. Par contre, moi, ma conviction, c'est, bon, il est possible que je comprenne rien à la Chine, j'en suis même certain, enfin, le système, la façon dont ils travaillent et tout, mais par contre, les marchés financiers, ils sont tous pareils. Oui. Les gens, dès qu'il s'agit de pognon, ils sont à peu près aussi On a tous les mêmes réflexes. Le mien, le tien, j'en veux plus. Ça monte, j'en ai pas assez, ça baisse, j'en ai trop. Enfin, c'est fou, hein. C'est fou. La nature humaine étant ainsi faite. Tout à fait ainsi faite, il n'y a pas de différence. Donc, je ne m'intéresse pas au système politique chinois, ils sont très méchants ou ils sont très gentils, j'en sais rien. Je ne m'intéresse pas au confucianisme, qui est une philosophie très intéressante, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Je m'intéresse au marché. Et le marché chinois, il marche comme le marché américain, comme le marché français. Il y a les mêmes règles qui se passent partout. Donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que je n'ai pas besoin d'être un expert sinologue pour investir sur le marché chinois. Parce que... Encore que tu dis ça, mais je me souviens de cette anecdote que Louis Vincent racontait quand il était au casino à Macao. Ah oui, il ne joue pas pareil. C'est-à-dire que, bon, tu joues à la roulette, le rouge sort, tu dis, ah bah, le coup d'après, je vais jouer le noir. Surtout s'il est sorti 10 fois de suite. Voilà. Mais au contraire, le chinois va dire, ah bah non, si le rouge est sorti, on continue à jouer le rouge, puisque c'est le rouge qui joue. Voilà. Il y a une espèce de renforcement de cognitif. C'est-à-dire que les Chinois sont beaucoup plus... le preneur de décision, ils sont beaucoup plus spéculateurs. Donc vous le voyez sur le graphique qui s'appelle marché chinois et le marché contrôleur, etc. Vous voyez quand là ça se met à péter à la hausse, ça se met à monter de façon horizontale parce que tous les Chinois veulent en être. Voilà. Donc ça fait des hausses qui sont extraordinairement violentes. Il ne faudra pas oublier de sortir quand la ligne noire ira au-dessus de la ligne rouge, parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire... Moi, ce que j'essaye de faire, c'est, je suis un vieux retour à la moyenne. Tu sais, quand c'est 2 écarts types par rapport à la moyenne, j'achète. Quand c'est 2 écarts types, je vends. Mais pas chez moi de faire ça. Lui, il achète, il regarde la ligne noire, il dit si ça monte, je bourre, et si ça baisse, je vends, c'est tout. Puis, il n'ira pas plus loin, il ne regardera pas sur le long terme. Donc, étant un retour à la moyenne dans un marché où toujours tout le monde joue le momentum, c'est plutôt plus facile. Parce que je peux rentrer dans les périodes basses sans être embêté par tous les autres qui joueraient le retour à la moyenne parce que je suis tout seul. Tu vois, c'est pas idiot, mais c'est... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je regarde la Chine, je me dis... Ça ressemble à un marché qui est positionné pour monter très fortement dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Ce que je peux faire, c'est, comme j'ai gagné de l'argent pas mal sur les obligations chinoises, je peux mettre l'argent que j'ai gagné sur les obligations chinoises sur les marchés des actions, et puis ça va me rapporter 1,5% de plus par an, ce qui est bien, un bon dividende. Et puis j'attends. Donc c'est pas du tout un... Je dis pas du tout aux gens que j'y connais quelque chose à la Chine, je dis simplement les conditions qui existent dans les marchés quand on est au plus bas sont toutes réunies en Chine. Alors maintenant, les Chinois, ils ont peut-être se passer autre chose. Y compris tous les crétins qui disent que ça va s'arrêter, que le monde va tomber, qu'ils vont mourir. Oui. Je les ai. Donc, voilà. Comment vous achetez la Chine ? Ça, on en parle un petit peu dans l'université de l'épargne. Vous avez des ETF qui existent. Vous avez des je crois qu'il y a un indice qui est coté à Hong Kong et donc sur lequel il y a un ETF qui est des 50 premières valeurs chinoises. Oui, tu dois avoir ça chez Amundi. Donc tu peux acheter ton truc, tu n'as même pas besoin d'ouvrir un compte en Chine. Un compte en Hong Kong, c'est très bien. Quoi. Tu vois, je veux dire, c'est Hong Kong qui est un truc normal où tout le monde a toujours... Donc c'est assez facile de jouer la Chine. Oui. Voilà. En fait, c'est même beaucoup plus facile de jouer les actions chinoises que les obligations chinoises. Oui, mais c'était difficile de trouver les obligations chinoises, bien que certains y soient arrivés. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, si tu étais un particulier, tu jouerais plutôt la Chine ou l'Inde ? Certainement la Chine.
beaucoup plus la Chine, au vu de ce qu'on vient de voir. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais l'Inde a un beau potentiel. Et très souvent, tu dis, oui, mais le marché des actions est déjà beaucoup monté. Le marché des actions a beaucoup monté. Si vous regardez le graphique avec l'or, etc., j'ai fait le même graphique avec l'Inde pour l'or. Si vous voulez, la ligne noire, à la place d'être en bas, là, elle est un petit peu au-dessus de la moyenne. Elle était au-dessus de la ligne rouge. Maintenant, elle est tombée à peu près vers la moyenne. Mais on ne peut pas dire que le marché indien soit bon marché. Voilà. Là après, si tu joues le temps très long. Si tu joues le temps très long, mais c'est pas du tout la même chose à ce moment-là. C'est pas... Ouais. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est, les marchés étant idiots, ils retournent toujours à la moyenne, comme tu le vois ici, ça retourne toujours, mais ils vont faire des bêtises là-bas et là-bas. Il y a 6 ou 9 mois, l'Inde était trop haute, elle est en train de revenir à la moyenne, elle va peut-être s'arrêter là, mais aussi bien, elle va devenir trop bon marché. Donc moi, j'ai tendance à acheter des choses quand littéralement, les gens me payent pour que je le fasse. Donc, si j'emprunte de l'argent en Chine aujourd'hui, ça va me payer 1%, et j'achète des actions qui me payent 3%. Bah, c'est bien. J'ai ce qu'on appelle un positive carry. C'est-à-dire que j'emprunte à 1 et j'investis à 3. L'inverse de la France, quoi. Qui emprunte à 5 et qui réussit à nous faire un PIB à 1,2. Voilà, c'est ça. Et encore, en prenant en compte l'augmentation du service public qui n'a pas... Donc voilà, c'est pas donc c'est financier, je le reconnais. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Oui, après, d'aucuns, quelquefois, se targuent d'un jugement moral en disant « Mais vous comprenez, monsieur, on ne peut pas investir en Chine parce que ce pays n'est pas libre et c'est un pays communiste, et ainsi de suite. » On conçoit très bien. Beaucoup moins que la France. Hein. Oui, beaucoup moins que la France donc, déjà, certains pourraient le dire. Mais... Vous pouvez tout à fait avoir cet argument moral, aucun problème. C'est un argument valable, comme le choix d'avoir des critères ESG et de vouloir ceci et cela. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la Chine est le premier exportateur de voitures au monde, et c'est en 4 ans qu'ils sont devenus ça. D'un seul coup, ils étaient venus, on ne le voyait pas, en 4 ans, ils sont devenus le principal exportateur de voitures. Ils font de très bonnes voitures, pas chères du tout. Mais alors, ce qui se passe, c'est un phénomène curieux, c'est nous, en Europe, on dit... Ils sont tellement efficaces qu'on va leur mettre des droits de douane, ils nous cassent les pieds. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ils vont pas nous vendre chez nous, parce que si le prix de la voiture est au même prix qu'une voiture chinoise qu'une voiture française, vous achèterez peut-être la voiture française parce qu'il y a le concessionnaire à côté. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les voitures françaises, par exemple, ça se vendait en Afrique, ça se vendait en Inde, ça se vendait partout. En empêchant les Français, en permettant aux Français de ne pas s'adapter à la concurrence chinoise, les Chinois, ils vont prendre tous les marchés en Inde, partout dans le monde, et donc nos constructeurs vont faire faillite, bien protégés qu'ils sont par les droits de douane. C'est le blocus continental de Napoléon qui a permis le développement industriel de l'Allemagne, et de la Grande-Bretagne. Et de la Grande-Bretagne, bien sûr. Ce qui a foutu en l'air ensuite la France pour le siècle d'après, quand on a pris des branlées. Donc, économique. Donc, ce que j'aime avec la Chine, si vous voulez, c'est que c'est un vrai pays, c'est horrible que je vais dire, mais darwinien. C'est-à-dire que, par exemple, ils veulent développer des semi-conducteurs parce que les Américains leur foutent des... Ils peuvent plus acheter des semi-conducteurs américains. Eh bien, ils mettent je ne sais plus combien de centaines de milliards de dollars dedans. Ils les donnent aux sociétés qui font ça aux États-Unis, en Chine. Et ensuite, ils leur disent « démerden Sie sich ». C'est-à-dire que chacun, vous recevez un... Mais ensuite, c'est le meilleur qui prendra tout. Ils ne vont pas répartir si on a... Donc aujourd'hui, quelqu'un comme Huawei, qui était foutu en l'air parce que... Apple avait été demandé au gouvernement américain, qui à l'époque était Trump d'ailleurs, de foutre en l'air Huawei parce qu'il leur taillait trop de croupières. Donc ils ont foutu en l'air Huawei en pensant qu'il allait faire faillite. Il n'a pas fait faillite. Et aujourd'hui, Huawei, les téléphones qui sortent, les puces sont de meilleure qualité que celles que Apple. C'est-à-dire que il ne faut pas forcer quelqu'un qui est déjà extraordinairement productif comme la Chine à le devenir plus.
Oui. Et c'est ce que ces crétins d'Américains sont en train de faire. Ils les poussent à aller dans des endroits parce qu'en interdisant les exportations de puces de très haute qualité, bah, ça force les Chinois à les faire. Et donc... Encore un blocus napoléonien réussi. Encore un blocus napoléonien qui va réussir. Donc, ce qui me tue avec les gens qui nous gouvernent, c'est le fait, par exemple, qu'ils pensent que, comme on en a parlé la dernière fois, que pour empêcher les loyers de monter, il faut bloquer. Ou que pour empêcher les Chinois d'être compétitifs, il faut leur mettre des droits de douane, pas possible. Il ne faut pas leur vendre nos bons produits. Donc, c'est exactement le cas du gars qui pèse 130 kilos et qui mesure 1m60 et qui doit courir contre un athlète qui essaie d'avancer dans l'autre sens. Et tu te dis à l'athlète, je vous interdis de vous entraîner. Ben, si tu fais 130 kilos et 60, l'athlète, même pas entraîné, il t'entraînera toujours aux 100 mètres, quoi. Donc, nos hommes politiques, nos hommes économiques sont une bêtise, mais historique. Et c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'ils font des erreurs qui ont déjà été faites 10 fois. Tu sais, encore une fois... Ils ne savent rien. C'était le vieux dicton « Nous sommes des nains sur des épaules de géants », mais je pense qu'à notre époque, c'est juste des nains. Et ils refusent de monter sur les épaules des géants parce qu'ils prétendent qu'ils sont aussi bons. Qu'ils sont aussi bons, si tu veux, quand tu vois des types comme Attal, tu te dis, le gamin s'est réveillé un jour en se disant qu'il était la meilleure chose depuis le pain en tranche. Et au moins, autrefois, on avait un peu l'idée de ne pas avoir d'hubris avant d'avoir compris quelque chose d'un peu... Il y avait des gars, si tu veux, quand... je me souviens quand le Parti Socialiste déconnait particulièrement... Il y avait Raymond Aron qui se levait et qui disait c'est complètement con. Enfin, il n'avait jamais dit ça parce que c'était un homme très bien élevé. Où il y avait, je me souviens, Alfred Sauvy, que j'aimais beaucoup, un grand économiste de gauche. Il avait publié un livre en 80, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelait L'économie du diable. Toutes les conneries qu'il ne fallait pas faire, tu sais, justement, bloquer les loyers, tout ça, tous les trucs imbéciles. Et puis, c'était en 78, 79. Et ils ont fait le programme commun. C'était l'économie du diable. Ils avaient tout mis. Tout mis. Il n'y en avait pas une qui manquait. D'ailleurs, c'est allé très vite, hein, parce que dès 83, plus de Pierre Mauroy. Et après ça, on est passé à autre chose. On est passé à d'autres sortes de conneries, pas plus long terme. Oui, comme dirait Michel Onfray, on est passé au libéralisme économique. Je dis, alors, je veux bien... Avec des taux de change bloqués. Avec, non, c'est-à-dire que je veux bien que ça n'ait pas été les choses de Mauroy, mais de là à parler de libéralisme économique, il va quand même falloir descendre d'un étage. Pauvre libéralisme. Alors, à ma stupéfaction, je tiens à le dire... Alors, le seul truc un peu libéral, effectivement, ça a été Borégovoy, à l'époque. Qui a fait des choses bien, mais d'ailleurs, on l'a tué, ça lui fera les pieds. Voilà. Et mais alors, à ma surprise, il y a un homme politique qui commence à parler, ça fait depuis le temps qu'il parle, il n'a toujours pas dit une ânerie, c'est Lisnard. Alors je l'écoute, je me dis, mais c'est quand même étonnant, quoi. Il faut qu'il change sa photo de profil sur les réseaux sociaux, parce qu'il a une photo de profil où il a des lunettes et on ne voit pas son visage dessus, et il a des espèces de lunettes comme ça. J'arrête pas de lui dire, changez votre photo de profil, on vous voit pas dessus, on comprend pas. Moi qui passe du temps sur les réseaux sociaux, je peux le dire, tu as des codes, et je dis, mais il faut vraiment qu'il prenne quelqu'un qui s'occupe de ces codes. Oui, parce qu'il les a pas. Il est bien, ce garçon. Et donc je me dis, tiens, un type qui comprend quelque chose, j'imagine qu'il va se faire dégommer, mais... donc, si vous voulez comprendre un peu de façon pratique le libéralisme, ce que ça veut dire quand on est un gouvernant, un maire, etc., écoutez Lisnard, moi je l'aime bien. Alors évidemment, les quelques libéraux qui traînent en France, on est 6, s'empressent de dire qu'il n'est pas assez ceci, assez cela, parce que tu connais, c'est quand même important de faire des ordalies de pureté quand on est chez les libéraux. Oui, et on est ainsi 3 de suite. dans une cabine téléphonique. Voilà, donc... mais l'important, c'est de se séparer par groupe de 2, de façon constante. Oui. Enfin bon, c'est le troupeau de chats, habituel. Oui, tiens, mon vieil ami Jacques Garello est mort. Il a fait tout ce qu'il a pu à partir de son université d'Aix. Bon, il nous a quittés, il avait 90 ans.
Je crois un peu moins. Mais 90, c'était ce que j'ai vu sur le... Ah bon, je crois qu'il avait 81. Mais, non, 90, tu sais. Ah bon. 81, c'est moins. Hein. Oui, il avait perdu sa femme avant, juste avant. Donc voilà, et je crois que c'est... Ça faisait partie de ceux qui, dans les années 60, ont essayé. Ils ont presque réussi, puis ça a foiré. Parce que c'est Chirac qui les a trahis. Chirac a trahi tous les libéraux. Et certains libéraux sont allés se vendre pour... oui, pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles. Donc revenons à la Chine. Pour ceux qui s'intéressent au marché financier, il est temps de vendre vos obligations chinoises et d'acheter des actions chinoises, et vous en avez de très belle qualité. Et ce qui me fait rigoler, c'est que les Chinois font des efforts gigantesques dans l'intelligence artificielle. Les valeurs d'intelligence artificielle sont au sommet à Wall Street, se vendent à 50 fois les ventes ou je sais pas quoi, des trucs complètement idiots. Et elles sont données dans la rue en Chine parce que les applications de l'intelligence artificielle que les Chinois essaient de développer, c'est pour des utilisations plutôt collectives. Par exemple, la gestion du trafic ou des voitures indépendantes, alors qu'aux États-Unis, c'est des applications indépendantes. Comment tu peux mieux faire ton contrat, si tu veux. Et donc, on retrouve une fois de plus la différence entre une société qui est organisée pour le groupe ou pour l'individu. Ou pour l'individu. Mais je trouve que les affaires d'intelligence artificielle en Chine sont données dans la rue. Dis-moi, je reviens à ce dont on parlait au début, du développement de ce dollar de Hong Kong. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peur que ça ait une trop grande influence sur l'or et que du coup l'or ne baisse à cause de ça? Non, c'est pas impossible. Bon, pour moi, si on crée une monnaie de réserve parallèle quelque part et un flux parallèle en Asie, sachant qu'ils sont bourrés d'or là-bas. Là-bas, ils sont bourrés d'or. Alors, ce qui me fait très peur, c'est pour l'or, c'est les stocks d'or détenus par le Japon, par Madame Watanabe, la veuve de Carpentras locale, là. Parce que l'or est beaucoup monté. Là, il est quand même très très haut. Il est très haut, il est beaucoup monté. Et en plus, pour Madame Watanabe, le yen a beaucoup baissé. C'est-à-dire que l'or rendu en yen est monté comme une fusée. Donc, si un jour le yen revient vers sa parité des pouvoirs d'achat, vous savez que j'ai beaucoup recommandé le yen, pour l'instant il ne fait pas grand-chose, mais enfin là encore... il vasouille. Il est désagréable à vasouiller. Il a pris une hausse cet été en juillet, on était bien contents. Et là, il vasouille, mais force est de constater... Il montait un peu contre l'euro, voilà. Oui, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au Japon. Et là, une fois que les États-Unis auront clarifié avec la Chine, peut-être que ça va faire bouger... Peut-être que les États-Unis vont dire au Japon, écoutez, 50% de sous-évaluation, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler, les gars. Vous faites monter ça. Donc à ce moment-là, Madame Watanabe peut se dire, bon alors là, j'ai doublé sur l'or et j'ai fait 50% de plus parce que le yen a baissé, donc je vais vendre mon or pour capturer ces 50%. Tu vois ce que je veux dire, en se disant, je rachèterai l'or une fois que le yen sera à un niveau normal. Et ça peut déclencher une baisse de l'or. Donc, ce qui me fait peur sur l'or, c'est pas tellement une baisse structurelle qui s'enclencherait, parce que les conditions sont pas réunies pour qu'il y ait une baisse structurelle, mais on pourrait avoir un sacré coup de tabac à court terme, quoi. C'est ça qui me fait peur. Donc, on avait recommandé d'en vendre un peu. Quelles sont les grandes tendances structurelles d'une baisse de l'or pour toi? C'est simplement le fait que toutes nos obligations dans la zone de l'OCDE, en tout cas en Europe, etc., ça vaut zéro. C'est-à-dire que jamais les États ne pourront rembourser, ni même servir la dette. Oui, mais ça, c'est un état de fait, on le sait. C'est pour ça que ça continuera à jouer pour l'or. Donc, oui. Je veux dire, ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait quelqu'un qui détienne beaucoup d'or et dont la monnaie se mette à monter brutalement, et qui se dise, je vais vendre mon or pour capturer cette plus-value. Et à ce moment-là, l'or pourrait à 15 ou 20%, il faudra en racheter. Mais nous, on continue à tenir l'or de nos pays européens, puisque en face, on n'a plus d'obligations d'État. Absolument. Mais ça fait rien, l'or percera même peut-être dans les monnaies européennes à ce moment-là. Mais bon, ce sera le moment pour nous, Européens, d'en racheter un peu plus. Mais pour l'instant, ce que je dis, ce serait peut-être pas complètement idiot, par exemple, de sortir un petit peu d'or si vous êtes monté de 50%. L'or est devenu trop gros dans votre portefeuille, donc à la place de faire 25%, il en fait 33% ou je sais pas quoi. Vous prenez l'excédent et puis vous allez le coller en actions chinoises. Par exemple. Voilà. Ou en yen. En ETF énergie. Parce que c'est le moment, hier, Trump a dit on va forer. Donc, il va y avoir donc il va se passer plein de trucs, mais voilà, on essaye de vous dire que la prochaine grande hausse, ça risque d'être la hausse du marché chinois, quand les gens vont se rendre compte
que, par exemple, pour faire un réacteur nucléaire nouveau, il nous faut 11 ans en France et il en faut 4 en Chine, et c'est le même. Et il sera à la moitié prix. Donc, les gens pensent toujours que les Chinois nous vendent des chaussettes et des t-shirts. Aujourd'hui, ils vendent des centrales nucléaires, des systèmes d'informatique qui permettent de gérer les téléphones à partir de satellites, etc. Donc, les Chinois, ça devient la première puissance industrielle mondiale, très nettement. Bon. Et personne n'en a. Je crois que sur Babel, tu sais qu'il y a une appli qui permet d'apprendre les langues. La mandarin est désormais la plus demandée. Oui, alors il se passe un phénomène qu'il faut savoir. Moi qui ai vécu à Hong Kong et qui était en Chine et tout, vous avez tout un tas de Chinois qui pensent qu'ils parlent anglais. Ah oui, ça c'est terrible. Hein. Dont les employés de la HSBC. Et donc, ils me téléphonent, ils me parlent. Oh, c'est difficile ça. Et c'est très difficile. Parce que tu veux pas vexer les gens, et t'es pas sûr de ce que tu comprends. Et puis surtout, si tu demandes de faire quelque chose dans ton compte et qu'ils comprennent de travers. Et alors je leur dis, parlez-moi lentement, je suis vieux, je parle mal l'anglais. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, tu prends sur toi et tu dis, excusez-moi, mon anglais est défaillant, est-ce que vous pouvez me mettre les choses par écrit? Non, mais c'est extraordinaire. Donc, il y a toute une série de gens qui pensent qu'ils parlent anglais et qui ne parlent pas, en tout cas avec un accent bizarre. Ton frère les comprend très bien quand il parle anglais, parce qu'il a l'habitude de parler anglais avec des Chinois, mais moi, j'ai du mal. Hein. Donc, vous avez il y a la barrière. Quand j'étais allée à Hong Kong, comme ça, j'étais allée me faire masser les pieds. Parce que tu sais, ils font tout un tas de trucs, d'acupuncture et tout. Et la fille me faisait un mal de chien. Et alors, je lui disais, can you do it less strong? Et elle continuait à me faire un mal de chien. Et Louis Vincent m'a expliqué, il me dit, non, si tu veux un truc d'eux, tu dois vraiment leur dire, c'est no strong. Parce que sinon, et elle a continué, elle m'a défoncé les pieds, quoi. Ben voilà, donc c'est des difficultés comme ça qu'on a. Par exemple, en Chine aussi, il faut savoir, si vous finissez ce qu'on vous donne à bouffer, vous savez, c'est-à-dire que... Ils t'en remettent. Et oui, c'est que tu n'as pas assez mangé. Bah oui, bien sûr. Il faut toujours en laisser dans ton assiette. Il faut toujours en laisser. Or, en France, si on en laisse dans ton assiette, si tu veux, tu n'as pas de dessert, quoi. Tu vois, Mais ça, je me souviendrai toujours. J'étais allée à Hong Kong à un truc qui s'appelle le Ladies Market, où ils font plein de choses, des copies, des trucs. C'est très, très amusant. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller manger dans un endroit où ils vont. Grave erreur. Alors déjà, tu rentres dans des trucs, ça doit faire 1m40. Oui, tout bas, c'est pas son petit. Hein. Et c'est étage sur étage sur étage, oui, tu t'assois. Oui. Et après, alors ils t'apportent de l'eau chaude, tu dois chauffer ton bol avec le nettoyer. Et ensuite, j'ai vu arriver des trucs, des coups de poulet. Oui, les coups de poulet blancs, gélatineux. Mais les pâtes, mais bien sûr les pâtes, avec les poils encore dessus. Le truc, il était gélatineux, mais à part des blettes, je crois que j'ai rien pu manger ce jour-là, tellement c'était... on n'imagine pas les trucs qu'ils bouffent. Hein. Ils bouffent tout, sauf les cailloux. Ah, et alors surtout, un truc très impressionnant que tu vas là, c'est qu'ils bouffent toute la journée. Ah oui, il n'y a pas de... Il y a toujours quelqu'un dans la rue qui est en train de bouffer un truc dans un bol. Tu sais pas quoi, en train de... Voilà, ils bouffent des trucs toute la journée. Ils ont moins la notion du repas. Du repas, du matin, midi, soir. T'as l'impression que ça... Ils bouffent sur les chantiers, ils bouffent partout. Ils bouffent à 3h de l'après-midi, à 4h, à 5h. Donc c'est un continent absolument fascinant, mais... Encore une fois, le changement que j'ai vu en Chine en 30 ans, c'est inouï. Je suis arrivé en Chine, à Canton, il n'y avait pas d'électricité. Et puis, 30 ans après, c'est Las Vegas, des routes, des ponts, des trucs invraisemblables. Donc, il faut bien se rendre compte que la Chine est passée littéralement du 18e siècle au 21e siècle en 30 ans. Et ils ont fait passer 500 millions de personnes, ce qui est inouï, de la campagne à la ville. Sans qu'il y a eu, ils ont bâti un peu trop ici ou là, mais il n'y a pas eu de dislocation, il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est un truc fascinant, la Chine. Parce que c'est une espèce de Singapour, mais puissance 1000. Mmh. C'est pour ça que c'est idiot de ne pas être investi dedans. Bon, écoute, je pense que ça serait un bon mot de la fin, que ça serait idiot de ne pas être investi dedans. Donc, écoute, on aura mis les graphiques au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura donné une petite idée du marché et des choses dont on parle. Est-ce que tu as encore des choses à ajouter sur ce dossier? Non, c'est simplement aussi, c'est une façon j'essaie d'expliquer ça pour que les gens comprennent la façon dont je raisonne. C'est-à-dire que
Vous pouvez gérer vos portefeuilles ou votre fortune comme vous voulez, soit en fonction des opportunités, de l'espérance de gain que vous avez, ça m'a gagné beaucoup, j'achète, bon. Soit en fonction du risque que vous voulez prendre. Et moi, là, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de trouver des trucs qui ont des potentiels à long terme, qui sont bons et qui sont donnés dans la rue en ce moment. Donc, 99% de ma réflexion, c'est qu'est-ce que je ne dois pas avoir. Et puis je tombe sur... Il y a des trucs que je pourrais avoir, mais ça peut vasouiller. Mais ça veut dire que la façon dont je gère, ça absorbe terriblement les chocs quand il y en a, quoi. Donc, je ne cherche pas à être le meilleur du monde, je cherche à celui qui gamelle le moins quand ça gamelle. C'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, parce que quelquefois, quand ils regardent le portefeuille de l'UDE, ils disent « Ah, mais moi, j'ai fait mieux en achetant ci, achetant ça. » Mais bien sûr, c'est pas la question. Sauf que nous, on n'aura jamais une décote de moins 70. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais nous, on n'aura jamais de... Alors, bien sûr, jamais, on n'en sait rien, mais, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Il est fait pour ça. Quand le marché tombera, on aura peut-être une petite décote de 10, mais vous aurez moins 80. Voilà, c'est ça. Il y a quand même eu dans ma carrière 3 ou 4 fois où le marché des actions de New York a baissé de 50% en plus, quoi. En un an ou deux, quoi, sur le plus haut. Donc 50%... Surtout si tu as un peu pris de levier, mais encore une fois, chacun fait pour sa chacune. Ce qu'on essaye de faire, il y a deux façons de gérer. Vous voulez devenir riche ou vous voulez rester riche. Nous, on est dans la deuxième catégorie. Les autres qui deviennent riches, on est content pour eux. Mais très bien, il n'y a pas de jalousie chez nous. Moi, je suis toujours ravie quand les gens ont des trucs, ça me pose aucun problème. Les gens qui ont des jets privés, machin, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais être tranquille chez moi avec mes animaux. Voilà. C'est le but de mon existence. Voilà, exactement. Et ils me le rendent bien. Enfin, surtout les chats à minuit qui se mettent des patates de forain, je ne sais pas ce qu'ils ont. Oui, parce qu'ils veulent s'intéresser en attention, ils trouvent que du dortron. Ouais, mais ça c'est... Les chats, ils sont de nuit, donc ils ont besoin de... Ils aiment faire du bruit pendant la nuit parce que c'est là où ils s'amusent. Non, mais c'est surtout, tu sais, c'est Patouf qui est très méchant avec sa petite sœur et qui va absolument lui mettre des roustes. Il est très méchant, ce chat. Il doit savoir pourquoi, lui. Ouais, mais elle sait pas, la pauvre. En plus, elle est trop estropiée, là, avec son petit œil. Ouais. Ben voilà. Bon, bah écoutez, on a fait un tour de table important, parce que je vous ai parlé de mes animaux, donc quand même, ça c'était toujours fondamental. Non, mais surtout, on a parlé de la Chine parce que c'est extraordinairement mal couvert en France. Les gens ne comprennent rien et disent dans le fond ce que disent le New York Times, qui est quand même... C'est-à-dire, ils disent deux choses. Un, crise immobilière, ils vont tous mourir. Et deux, attention, Taïwan va être envahi après-demain. Alors ça, ils adorent. Hein. Quand ils ne savent pas de quoi parler, dans la série Marronnier, on te ressort Taïwan. Tout ça, c'est... dont on vous a parlé, voilà, et on n'a pas peur pour Taïwan, encore une fois, c'est pas le sujet. Voilà, écoutez, on est ravis d'avoir pu faire ce petit tour de table sur la Chine avec vous. Encore une fois, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous, à mettre des pouces, à en parler autour de vous. On n'a toujours pas passé les 400 000, alors que d'après mes calculs, fin février, on devrait l'avoir atteint. Donc, il va falloir vous pousser du coude et en parler autour de vous, parce que vraiment, là, mais il y en a tout un paquet qui ont dû filer vers l'unité de l'épargne. C'est ça qui m'a... Tu sais, l'université de l'épargne, mais attends, les gens font les deux, hein. Je sais bien les deux, mais il y en a peut-être quelques-uns qui seraient inscrits, qui sont maintenant uniquement sur l'université de l'épargne. Non. Mais on va discuter de tout ça d'ailleurs. On doit en parler cet après-midi. Mais parlez-en autour de vous. Et en attendant, si vous n'êtes pas à l'université de l'épargne, venez nous voir. Vous tapez juste Université de l'épargne dans votre moteur de recherche préféré et venez voir ce qu'on propose en termes de gestion. Voilà. Et merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.